Dans la série Enseigner l'histoire, analyse de documents, je me propose aujourd'hui de lire et d'essayer d'analyser, de comprendre un document très connu et essentiel pour comprendre notre monde contemporain. Il s'agit bien sûr de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée par l'Assemblée constituante en France du 20 au 26 août 1789, accepté par le roi le 5 octobre de la même année. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. Article 17. La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Quels sont les objectifs du texte? Quelques remarques préliminaires. Évident au premier abord. Une proclamation solennelle des principes et des valeurs destinés à régir le nouveau régime qui se met en place au lendemain même des premiers actes révolutionnaires au sommet. L'Assemblée nationale constituante et à la base, la prise de la Bastille. Apparent dans un second temps, un texte qui, tout en s'inscrivant sur fond d'universalité, reflète les enjeux et les débats d'un moment précis du processus révolutionnaire. Commençons par présenter le document, en analysant successivement la nature de la source, sa datation et en présentant également ses auteurs. Il s'agit d'extraits qui présentent les articles essentiels d'un document officiel destiné à former le préambule de l'acte constitutionnel dont la constituante entreprend la discussion. Il se trouve transcrit dans les procès-verbaux de l'Assemblée et dans les archives parlementaires, première série, tome 8. La Déclaration des droits de l'homme a été adoptée le 26 août 1789, après avoir été à l'ordre du jour entre le 7 juillet et cette date. L'élaboration du texte a été confiée par l'Assemblée dès le 6 juillet à des comités qui se sont relayés, mais il a été aussi fait appel à l'initiative individuelle des députés ou simples particuliers qui ont envoyé des projets, parmi lesquels ceux de Mounier et Seyès ont eu le plus d'influence. C'est finalement le texte d'un des bureaux de l'Assemblée qui a été pris comme base de la discussion finale entre le 20 et le 26 août. C'est donc d'un texte d'élaboration collective et, d'une certaine façon, de compromis qu'il s'agit. Analysons maintenant cette fameuse déclaration. Le texte de la déclaration, relativement bref par référence aux déclarations ultérieures, comporte 17 articles, précédés d'un préambule qui fait office de déclaration d'intention. On doit donc y rechercher la philosophie qui inspire la démarche des constituants, mais aussi les applications générales qui en sont faites en termes de formulation de droit. À noter que la proposition d'une déclaration complémentaire des devoirs a été écartée en 1789. Outre le préambule, les premiers articles, donc les articles 1 à 3, sont consacrés à l'énoncé des principes: droit naturel, souveraineté nationale, la loi, auxquels on revient dans les articles conclusifs, en particulier à l'article 16, Constitution, séparation des pouvoirs. L'essentiel du développement tient dans la définition des droits, annoncée dès l'article 2, développée et commentée par la suite. La liberté, définie à l'article 4, est le thème le plus amplement détaillé. Il s'agit de la liberté de la personne, articles 5 à 9, et son corollaire, l'obéissance à la loi. Ensuite, la liberté de pensée et d'opinion, je fais référence à l'article 11. L'égalité, bien qu'évoquée dès l'article 1, n'est commentée qu'à l'article 6, égale admissibilité à tous les emplois, et à l'article 13, égalité devant l'impôt. Enfin, la sûreté et la résistance à l'oppression peuvent être considérées comme complémentaires de la liberté.
On notera qu'il n'est point alors question de fraternité. Je crois utile de préciser que la sûreté dont il est question est la sûreté des citoyens et non pas la sûreté de l'État, car ce mot de sûreté va connaître un destin qui n'était certainement pas celui qui avait été prévu par les constituants de 1789. En effet, au XIXe et au XXe siècle, lorsqu'on parle de sûreté, on parle de sûreté de l'État. Pensons encore en Belgique, il y a une institution qui s'appelle la sûreté de l'État. Il ne s'agit pas d'assurer les citoyens, il s'agit surtout d'assurer la sécurité donc de l'État, par exemple contre d'éventuels terroristes. Pensons également aux pays communistes, avant la chute du mur. En Allemagne, on parlait de Stasi, Staatssicherheit. En Roumanie, on parlait de Securitate. En Albanie, on parlait de Sigurimi, par exemple. Mais il ne faut pas oublier également qu'à l'époque nazie avait été créée la Gestapo, Geheime Staatspolizei, donc la police secrète d'État. Voilà, je voulais simplement évoquer ce sujet pour montrer que les constituants avaient un objectif libéral au sens le plus général du terme et qu'ils ne faisaient évidemment pas référence à un quelconque moyen de gouvernement et de contrôle des individus. Quel est le contexte dans lequel s'inscrit cette déclaration ? Il convient évidemment de replacer cette proclamation, qui s'est voulue solennelle, dans un contexte plus large. Elle condense en formules frappantes les idées forces qui ont été développées et promues par la philosophie des Lumières, à travers ses porte-paroles, en leur donnant un caractère d'universalité. Tout particulièrement, les notions de droit naturel renvoient à un concept annoncé au fil du siècle, de John Locke à Mably, comme celle de souveraineté nationale à la pensée rousseauiste. Cette proclamation s'inscrit en contrepoint du système de valeurs de la monarchie absolutiste, qui prévalait donc sous l'Ancien Régime, même si sa condamnation n'est pas directement formulée, renvoyée par le préambule à l'ignorance et à l'oubli, voire au mépris des droits de l'homme. À ce titre, ce texte qui se veut intemporel s'inscrit dans la conjoncture précise de la crise politique et institutionnelle qui a sévi dans les dernières années de l'Ancien Régime, principalement depuis 1787, pour exploser dans les mois précédents à partir de la réunion des États généraux en mai 1789. S'il ne fait pas de référence directe à la révolution violente de juillet, l'allusion est sous-jacente dans la proclamation du droit de résistance à l'oppression. Enfin, la déclaration, loin de réunir l'unanimité, a fait l'objet d'un débat, où se sont affrontés les différentes composantes de l'Assemblée, d'où des silences et des réticences dans le texte de compromis final qu'il conviendra de relever. En effet, il est intéressant maintenant de passer aux commentaires de la déclaration. L'explication d'un texte aussi connu doit se garder, semble-t-il, de deux tentations, ou de deux écueils. Une lecture trop paraphrasée qui s'en tiendrait à la littéralité du texte, un développement au fil des articles, car leur ordonnancement, du fait des conditions de la rédaction, est moins rationnel qu'il n'y paraît. Des thèmes s'imposent, menant d'une explication à des idées forces, à une lecture plus distanciée. Commençons tout d'abord par la philosophie de la Déclaration des droits. On relèvera d'entrée l'ambition de généralité d'une déclaration qui se veut universelle, et de tout temps, les hommes naissent et demeurent. On peut souligner
la nouveauté de la démarche par référence aux déclarations des droits de la Révolution américaine. On élucidera, en les relevant au fil du développement, les concepts qui justifient cette démarche. Premièrement, les droits naturels inaliénables et sacrés, qui apparaissent dans le préambule. Deuxièmement, les droits imprescriptibles, à l'article 2. Troisièmement, le droit inviolable et sacré, c'est la propriété, dans l'article 17. Quatrièmement, la société ou l'association politique fondée sur l'utilité commune. Cinquièmement, la discrétion de la référence à un ordre transcendant, je renvoie au préambule, en présence et sous les auspices de l'être suprême, point discuté lors des débats préliminaires. Et enfin, sixièmement, la volonté générale dont l'expression est la loi. La déclaration promeut les droits de l'individu, de l'homme, mais les inscrit dans le cadre de l'association politique qui en fait le citoyen. Abordons maintenant un second thème, un second sujet, les droits de l'homme, justement. Il est légitime de distinguer, comme y invitait jadis Jacques Godechaux, les articles qui renvoient aux droits de l'homme et ceux qui concernent la nation. Les premiers sont développés dans les articles 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 17. Les seconds, dans les articles 3, 6, 12, 13 à 16. On doit souligner l'emphase mise sur la liberté dans sa définition générale et ses limites. Articles 2, 4 et 5. Mais plus précisément dans ses formulations concrètes. La liberté de la personne, articles 7, 8 et 9, est définie avec précision par référence à un état de droit qui souligne l'importance du consensus général contre l'arbitraire de la justice royale et reflète la nouvelle conception du droit, telle que les juristes des Lumières, en particulier Cesare Beccaria, dans son traité des délits et des peines, publié en italien, l'avait formulée. On peut toutefois noter que les constituants ne vont pas jusqu'à la précision de l'habeas corpus à l'anglaise, donc qui datait du XVIIe siècle. La liberté de pensée, d'opinion et d'expression, proclamée aux articles 10 et 11, s'inscrit également dans le contexte de la bataille philosophique pour la tolérance et contre la censure. On remarquera toutefois la façon timide dont la liberté religieuse est introduite, en particulier à l'article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Fin de citation. Passons maintenant à la modestie de l'affirmation de l'égalité. Elle figure certes à l'article 1, mais elle n'est développée, à l'article 6, que sur le thème de l'égalité devant la loi, dans le domaine judiciaire ou pour l'accession aux emplois, comme pour la perception de l'impôt. Article 13. Ce qui n'est pas rien, puisque c'est récuser la société d'ordre et les privilèges de la noblesse et du clergé. Mais l'inégalité sociale n'est pas mise en cause. C'est au contraire la propriété inviolable et sacrée qui est affirmée solennellement au dernier article. Ce qui ne donne pas dans une assemblée où les idées économiques et sociales des physiocrates sont largement diffusées. Enfin, passons maintenant au dernier thème, plutôt à l'avant-dernier thème, celui des droits de la nation. Il repose sur deux affirmations essentielles. La souveraineté nationale, c'est l'article 3. La volonté générale, c'est l'article 6. Mais s'il est naturel que la Déclaration des droits réserve au texte constitutionnel proprement dit les conditions de l'exercice politique de la citoyenneté, on doit relever qu'elle tient à affirmer comme un principe fondamental celui de la séparation des pouvoirs repris de Montesquieu, donc dans son fameux ouvrage « L'esprit des lois » qui date de 1748.
L'extrait présenté passe sur les articles 12, 13, 14, 15, que l'on peut considérer comme secondaires, traitant de l'impôt, de l'armée et des fonctionnaires. On y trouve le même esprit de rejet de l'arbitraire et de contrôle des citoyens sur leurs mandataires. Enfin, dernier thème abordé, ou sujet, problème à régler, c'est qu'il s'agit d'un texte daté, produit d'un moment historique. Discuté dès le 9 juillet, avant même la prise de la Bastille, ce texte est le reflet d'un moment historique très dense, d'un débat auquel ont participé les leaders d'opinion. Sieyès, Mirabeau, Mounier, Lafayette. L'opposition était vive entre les royalistes et ceux que l'on dénomme déjà les patriotes. On mettra en évidence, à partir des silences et des réticences du texte, ce qui tient au moment de son élaboration et le fait apparaître comme un compromis. Ainsi la place modeste que tient l'égalité ou la prudence dans l'affirmation de la liberté religieuse. Dans le groupe même des patriotes, l'ont emporté ceux pour qui liberté et propriété venaient en premier, et non les disciples de Rousseau pour qui la revendication d'égalité pouvait entraîner la limitation du droit de propriété. La Déclaration des droits illustre sans doute une étape de la révolution bourgeoise de 1789. Par la portée d'avenir des valeurs qu'elle proclame, elle reste un texte fondateur dans les cheminements